bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise qui sera présentée par moi, Amandine Ndikumasabo. Le Forum des partis politiques agréés au Rwanda a échangé ce jeudi avec les membres du gouvernement sur les objectifs et le contenu de la deuxième phase du plan national d'accélération du développement et le rôle des partis politiques dans sa mise en œuvre. Dans son intervention, le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, a montré aux membres du forum les différentes réalisations importantes au cours de la première phase du plan national pour accélération du développement et les défis rencontrés par le pays et aussi les leçons apprises qui constituent la base visant les améliorations apportées donc par la seconde phase de ce programme. Parmi les réalisations de la première phase du plan d'accélération du développement sur 7 ans, il y a notamment la croissance de l'économie nationale qui chevauche autour de 7% annuel, mais durement touchée par la pandémie mondiale de Covid-19. Malgré ces difficultés, le pays a continué à créer les emplois pour plus de 300 000 personnes, la construction de plus de 27 000 salles de classe. Un programme d'alimentation scolaire a été aussi lancé et bien d'autres programmes. Le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, a demandé aux membres du Forum des partis politiques du Rwanda d'encourager les membres de leur formation politique à adhérer à la mise en œuvre du contenu du plan national d'accélération du développement NST2. Il a expliqué que le contenu de ce programme résulte de différentes opinions émises par différentes institutions et par la population, et que sa mise en œuvre est l'affaire de tous. Gahunda ya NST2 ishingiye ku byiza byinshi byagezweho muri NST1. Le programme NCT2 est un prolongement logique de son prédécesseur, le NCT1. Ce programme va s'étaler jusqu'en 2050 comme objectif que le pays s'est fixé. Ce programme est le fruit des idées recueillies auprès de toutes les populations sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait un condensé de toutes les idées et nous l'avons approuvé au niveau du Conseil des ministres. Nous avons présenté ce programme au Forum des partis politiques en mentionnant le rôle de chacun, l'État rwandais, le secteur privé, mais aussi les forums des partis, pour qu'ils puissent nous aider à mobiliser la population à adhérer à ce programme. Ils doivent aussi nous aider à rechercher tous les outils nécessaires pour la mise en place de ce programme. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous devons faire plus pour mieux expliquer ce programme à tous les concernés. Nous savons que ce programme est assez complexe et qu'il n'est pas facile de le comprendre rapidement. Nous nous sommes engagés à approcher tous les partenaires afin de les aider à mieux assimiler ce programme. On continue avec l'actualité pour parler des propriétaires des industries de transformation qui sont d'accord avec les statistiques qui montrent une croissance de cette industrie au cours du troisième trimestre 2024, bien que les analystes de ce secteur estiment que le gouvernement devrait faire davantage pour le faire développer encore plus en vue de la rendre concurrentielle au niveau du marché international. Le récit de Patrick Nilidanti. La croissance de l'industrie des transformations est visible au Rwanda, comme l'indiquent aussi bien les industriels locaux et étrangers qui ont choisi le pays pour développer leurs affaires. Nous voulons avoir une production transformée ici au Rwanda et puis pouvoir l'envoyer directement à l'étranger à partir d'ici. Mais comme c'est au Rwanda que nous travaillons, nous voulons d'abord satisfaire l'ensemble du pays, puis l'exporter dans la région et continuer ailleurs. Au 7e, 8e et 9e mois de cette année 2024, le ministère des Finances et l'Institut national de la statistique montrent que le secteur industriel a connu une croissance de 8%. En général, ce secteur contribue à 20% du produit intérieur brut, PIB du pays. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, affirme que le développement de l'industrie va de pair avec l'investissement dans ce secteur. Quand la production augmente à tous les niveaux, que ce soit dans l'industrie, dans le secteur des services ou ailleurs, cela signifie que l'investissement augmente également.
Cependant, à mesure que la production continue d'augmenter, il devient nécessaire de suspendre temporairement les investissements pour assurer la stabilité. Cela se voit souvent dans l'industrie et les secteurs de la construction. Lorsque la croissance est rapide, il est important de prendre du recul pour stabiliser la situation et permettre aux autres activités de pouvoir s'épanouir et croître. Dans la deuxième phase du programme d'accélération du développement NCT2 en langue anglaise, il est prévu que d'ici 2029, 1 250 000 nouveaux emplois soient créés, soit 250 000 emplois par an. Cette croissance est également appréciée par ceux qui ont la possibilité de trouver des emplois qui soutiennent eux-mêmes, leurs familles et leurs connaissances. Il est prévu dans la deuxième phase du programme d'accélération du développement NCT2 en langue anglaise, le niveau de l'industrie augmentera au taux de 10,6%. Pour atteindre cette vitesse, l'expert économique François Kanimba estime que le gouvernement devrait se rapprocher des industriels propriétaires d'unités de production. Je crois que dans le programme du gouvernement qui s'aligne sur le développement des industries, nous devons évaluer les catégories actuelles d'industries au Rwanda qui peuvent entrer sur le marché international. En soutenant ces industries, nous devons collaborer avec elles pour identifier les moyens d'améliorer leur performance, leur permettant ainsi de devenir plus compétitives sur la scène mondiale. Oui, nous avons déjà des industries qui peuvent atteindre ces niveaux et qui exportent actuellement. Mais elles font face à des défis pour y parvenir. C'est là que je crois que le gouvernement devrait investir dans le programme de soutien à ces industries. Le programme d'accélération de la croissance du pays NCT1 en sigle et en anglais, qui a duré 7 ans, a pris fin. Et le secteur industriel a atteint pendant cette période 22% du produit intérieur brut, PIB du pays, alors que l'objectif au départ était de 21,7%. Salue la volonté affichée par la France pour juger les suspects génocidaires se trouvant sur son sol. Le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Jean-Damascène Bizimana, l'a laissé entendre après la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre l'ancien gendarme de Nyanza, Philippe Hategekimana-Manié, dit Wiguma. Même si ces procès se déroulent 30 ans après les faits, donc, avec toutes les difficultés que ça implique, le ministre Bizimana estime que la justice française devrait plutôt servir d'exemple aux autres pays qui ne parviennent pas à juger les suspects génocidaires. Suivons. Le gouvernement rwandais a toujours souhaité que le procès de génocide puisse avoir lieu, soit au Rwanda ou bien dans tout État, comme le prévoit la Convention sur le génocide de 1948. Les États signataires de la Convention ont des obligations. L'obligation de juger sur place dans le pays où le suspect s'est réfugié. Et puis deuxièmement, l'obligation d'extrader si l'État le souhaite. Donc c'est sur choix. Alors nous, ce que nous souhaitons, c'est les deux choses. Soit l'État juge le suspect génocidaire, soit l'État l'extrade au Rwanda. La France actuellement a refusé d'extrader les génocidaires au Rwanda. Il y a une décision de la Cour de cassation qui va dans ce sens, qui a autorité de la chose à juger. Mais la France, depuis une dizaine d'années, depuis 2012 précisément, a mis en place un système de poursuite et de répression qui nous satisfait, dans la mesure où il existe au sein du parquet antiterroriste de Paris une cellule, un pôle qu'on appelle pôle génocide et crimes contre l'humanité, qui est composé de juges d'instruction, de magistrats et de gendarmes spécialisés qui mènent des enquêtes internationales. Ils viennent régulièrement au Rwanda, ils récoltent des preuves, des indices et construisent des dossiers de façon professionnelle. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, deuxièmement, cela permet de pouvoir avancer les jugements. Et nous observons d'ailleurs que depuis pratiquement 2000, une dizaine d'années, il y a 9 jugements qui viennent d'avoir lieu. Et au fur et à mesure des années, ces jugements même apportent des fruits intéressants au niveau de la qualification
et au niveau de la reconnaissance des faits. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous ces 9 jugements, les suspects, les personnes poursuivies ont été reconnus coupables. Et nous observons depuis l'année dernière, dans le jugement du docteur Eugène Rwamucyo, la qualification a été une qualification qui a pris non seulement le génocide, mais également le crime qu'on appelle entente en vue de commettre le génocide. C'est une infraction qui démontre que le régime qui était au pouvoir au Rwanda en 1994 a eu l'intention de planifier le génocide et que les autorités se sont entendues entre elles, se sont entendues pour mettre en place en exécution ce plan. Et cela est un signe important pour les négationnistes qui, jusqu'à aujourd'hui, il y en a pas mal, qui disent que le génocide commis contre les Tutsis n'est pas prouvé, du fait qu'il n'y a pas le plan de son exécution n'a pas été prouvé. D'une part, le génocide ne nécessite pas nécessairement l'existence d'un plan, mais plutôt l'existence de l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique, national, racial ou religieux. Et parmi les crimes qui composent le génocide, il y a l'entente en vue de commettre le génocide. Et cette infraction a été retenue pour Rwamucyo. Cela démontre l'importance des enquêtes qui sont menées professionnellement, parce que lorsque les indices sont collectés, ça permet en même temps de pouvoir qualifier les crimes retenus ou bien qui peuvent être retenus sur base de ces indices-là. D'ailleurs, nous nous réjouissons parce que de voir que la France actuellement accélère du moins l'instruction des dossiers qui sont déposés devant les juridictions françaises. Mais c'est un problème qui concerne le monde entier, parce qu'on a des États où le Rwanda a envoyé des mandats d'arrêt, mais qui n'agissent pas. Et donc il faut savoir dire des choses qui sont positives, et nous sommes sur ce plan-là bien satisfaits des progrès réalisés en France, et nous en profitons en même temps pour solliciter le même élan chez d'autres États qui ont des mandats d'arrêt internationaux lancés par l'organe de poursuite national du Rwanda. Et en même temps, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, évidemment, lorsque le temps perdure, il y a le dépersement des preuves. Les témoins, il y en a beaucoup qui malheureusement meurent ou d'autres vieillissent. La mémoire aussi s'efface parce qu'un crime qui a eu lieu il y a 30 ans, on ne peut pas se rappeler de tous les détails et les accusés en profitent. Lorsque, évidemment, la personne, la victime ou le témoin ne peut pas se souvenir de tous les détails, cela profite à l'accusé, à la personne poursuivie, raison pour laquelle nous insistons pour que tous les États puissent assez rapidement constater que 30 ans plus tard c'est trop, et qu'il faut donc faire tout ce qui est possible pour au moins juger les dossiers qui sont déjà instruits, et deuxièmement accélérer les dossiers en instruction afin qu'ils puissent être traduits en justice assez rapidement. On a vu un autre danger, c'est que même les accusés, lorsqu'ils dépassent un certain âge, malheureusement, ils prétendent qu'ils n'ont pas de capacité mentale pour pouvoir être jugés en justice. Ce fut le cas de Félicien Kabuga. Et lorsque des experts affirment réellement que la personne n'est pas en état d'être jugée, on est obligé de constater cette affaire-là et de s'incliner. Donc il faut absolument, tous ces exemples montrent qu'il faut absolument agir vite dans l'intérêt de la justice. La Haute Cour a poursuivi ce mercredi le procès dans lequel l'organe national de poursuite judiciaire accuse un groupe de 9 personnes, dont ceux qui animaient des émissions sur des chaînes YouTube, d'avoir conspiré pour renverser le pouvoir en place. Kassim Youssouf nous en dit plus. Dans ce procès, l'accusé Sengimana Théoneste possédait une chaîne YouTube dénommée Omobavu TV, tandis que Nyonsenga Dieudonné, alias Kyuma Hassan, dirigeait la chaîne Ishema TV. Le ministère public a présenté à la Haute Cour 2 des 10 enregistrements audio qu'il a en sa possession, lesquels concernent certains qui sont accusés de la création d'un groupe de malfaiteurs et d'y faire part, de fomenter des troubles publics et notamment de diffuser des rumeurs. Dans ce qu'ils ont nommé Opération Sergwakira, certains accusés devaient se servir de vendeurs ambulants pour distribuer aux conducteurs de taxi-moto un peu partout au pays plus ou moins 5000 uniformes comportant des messages diffamatoires sur le pouvoir en place.
Il devait également s'appuyer sur certains responsables des quartiers et des cellules pour sensibiliser la population à la désobéissance publique et après participer à des manifestations contre le pouvoir. Les conspirateurs comptaient aussi sur certains journalistes pour exprimer ce qu'ils appelaient la souffrance du peuple en passant par des médias audiovisuels, les réseaux sociaux et d'autres canaux, ce qui les aurait aidés à trouver le prétexte pour renverser le pouvoir. Dans un enregistrement audio pris lors d'une conférence téléphonique où participaient certains des accusés qui comparaissent devant la haute cour, on attend des discussions sur l'utilisation des habitants des anciennes préfectures de Gikongoro, Cyangugu et Kibuye et la distribution à travers tout le territoire national des tracts contenant des propos diffamatoires à l'égard des dirigeants et incitant la population à faire des manifestations. Après avoir écouté ces deux enregistrements, les avocats de la défense ont demandé à avoir plus de temps pour analyser les propos et discuter avec leurs clients avant de commencer leur défense. La haute cour leur a accordé ce délai et les accusés commenceront à se défendre contre les accusations portées contre eux le 6 janvier 2025. Dans ce procès, le ministère public mentionne également Ingabire Victoire Umuhoza, la dirigeante du parti non agréé au Rwanda d'Alpha Umurinzi, comme coordinatrice de ce complot pour renverser le pouvoir. Bernard Ntaganda, ancien membre du parti PS Imberakuri, expulsé de ce parti pour divisionnisme, est également cité. Ces deux personnes ne figurent pas cependant parmi les accusés présents devant les juges de la haute cour. On change d'angle pour parler du Rwanda et de l'Allemagne qui ont signé un accord de financement d'un montant de 20,97 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs rwandais. Il s'agit d'un financement pour soutenir des activités liées au changement climatique à travers la Banque de développement d'Allemagne dans le cadre du programme intitulé Green and Gender Sensitive Public Spaces. Kassim Youssouf. L'accord fait partie d'un partenariat entre le Rwanda et l'Allemagne pour lutter contre le changement climatique et promouvoir le développement. Partenariat mis en place en 2022 afin de soutenir les objectifs du Rwanda dans la lutte contre les effets du changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette activité vise à améliorer le bien-être et à renforcer la capacité des villes à faire face aux effets du changement climatique avec un accent particulier sur la population, notamment les femmes. Cette activité est le fruit de recherches menées par le gouvernement rwandais à travers l'Agence rwandaise pour la protection de l'environnement REMA et la Banque de développement d'Allemagne visant à évaluer les effets du changement climatique et à trouver des solutions pour y faire face, y compris des actions axées sur l'égalité des genres et les infrastructures au Rwanda. L'ambassadrice de l'Allemagne au Rwanda, Eik Uta Detman, s'est longuement attardée sur les objectifs du Rwanda en matière de protection de l'environnement et l'importance de ces actions pour les citoyens rwandais. C'est très important, non seulement pour des raisons administratives, mais aussi parce que les activités que le Rwanda va entreprendre en partenariat avec l'Allemagne visent au développement social. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas simplement une question de gouvernance, mais quelque chose de très important, surtout dans le contexte du changement climatique, comme cela a été discuté récemment lors de la conférence internationale sur le changement climatique COP29. La directrice de l'agence rwandaise pour la protection de l'environnement REMA, Juliette Kabera, a indiqué que cela donne de l'espoir que le Rwanda atteindra son objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici 2030, avec un investissement prévu de 11 milliards de dollars.
lors de la conférence internationale sur la protection de l'environnement qui s'est tenue à Bakou, en Azerbaïdjan. Le Rwanda a présenté les progrès réalisés dans la protection de l'environnement à travers des programmes visant à attirer des investissements et inciter les pays à rejoindre le marché du carbone du Rwanda. Il est observé que dans la justice, les autorités compétentes ont mis donc des efforts dans la justice réparatrice, ce qui pourrait résoudre le problème de la surpopulation dans les prisons du Rwanda, qui est donc actuellement de 134%. Les citoyens estiment que les auteurs de crimes devraient être poursuivis par les autorités compétentes, tout en soulignant que certains délits pourraient être réglés au niveau des instances locales sans qu'une incarcération soit nécessaire. Quelqu'un vole une tomate d'une valeur de 100 francs et une peine d'1 an de prison lui est infligée. Il souhaite également que le système de sanctions soit réévalué en mettant un accent sur l'intérêt général, en adoptant une approche adaptée pour traiter les criminels de manière spécifique. Il serait convenable de proposer une courte peine de prison, suivie par exemple de sa libération, mais sous condition que quelqu'un effectue des travaux pénitentiaires, tels que la construction d'infrastructures routières, l'assistance sociale ou autres tâches d'utilité publique. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme soutient que l'une des stratégies pour réduire la surpopulation carcérale consiste à accroître le nombre de personnels au sein des institutions irrelatives. Les juges, les procureurs, le personnel n'est pas augmenté en fonction de l'augmentation du nombre de crimes. Cela explique parfois la surpopulation dans les prisons ou la lenteur dans les procédures judiciaires. En ce qui concerne la justice réparatrice, il est essentiel d'adopter une loi qui précise clairement les modalités de sa mise en œuvre. La première chose que cette loi devrait souligner ou mettre en évidence, c'est les cas qui pourraient être résolus par réparation, sans passer par des procès. Par exemple, une personne qui vole du maïs pourrait faire objet d'une médiation réparatrice, tandis que les affaires plus graves comme celles impliquant la violence ou la corruption pourraient être traitées par le biais des procès. L'un des éléments clés du système de justice réparatrice est l'accord fondé sur l'aveu de la culpabilité, ce qui permet de réduire considérablement le délai de rendu de justice, faisant passer de 3 à 4 ans à seulement 3 à 4 mois. La présidente de la Cour suprême a assuré que les efforts seront déployés pour renforcer la justice réparatrice, qui fait partie de nombreuses stratégies visant à promouvoir une justice équitable pour le peuple. Pour l'année 2023-2024, 10 centres de détention sur 14 ont été confrontés à un problème de surpopulation, avec des taux variant de 116 à 159%. Les 4 prisons exemptées de ce problème de surpopulation sont celles de Musanze, Ngoma, Nyamagabe et la prison de Mulindi. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité. C'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.